publié le calendrier électoral global comme cela a été le souhait pour la plupart des acteurs politiques congolais et même aussi la communauté internationale. Mais on se rend compte qu'il y a pratiquement l'organisation de 6 scrutins en moins de 2 ans. Et d'aucuns aujourd'hui décrient la façon de faire de la CENI, puisqu'ils auraient bien souhaité que ce calendrier électoral soit le fruit d'un consensus entre les acteurs politiques pour qu'on ne puisse pas arriver au glissement que tant redoutent. Et même, il y en a qui proposent à ce qu'on puisse prioriser d'abord l'élection présidentielle et renvoyer les élections locales un peu plus tard. Parce qu'ils disent qu'au niveau de Sun City, c'était d'abord les élections locales qu'on avait exigées, et que le régime en place ne l'avait pas organisé. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et deuxième préoccupation, les événements qui se sont déroulés le 19, 20 et 21 janvier dernier ont fait que le gouvernement puisse prendre certaines mesures conservatoires, notamment couper l'Internet, les SMS. Aujourd'hui, l'Internet et les SMS ont été rétablis, mais certains leaders de l'opposition continuent à pointer du doigt le gouvernement puisque leurs numéros ont été bouchés. Et vous-même, vous êtes intervenu sur Radio Top Congo, je crois, pour justifier cela en disant que c'était pour des raisons de sécurité nationale. Faut-il, pour des raisons de sécurité nationale, restreindre les libertés des gens, les libertés individuelles, notamment la liberté d'expression et de communiquer? Ça fait un peu peur. La prochaine fois, ça sera quoi? Vous allez ravir les téléphones aux Congolais? Merci. Alors, le calendrier électoral global, 6 scrutins en moins de 2 ans, et on le trouve non consensuel. On risque un glissement. Il faut prioriser l'élection présidentielle. La première chose, c'est exprimer notre étonnement. À un moment donné, la Commission électorale nationale indépendante s'était fait fort d'avancer un peu les choses en publiant un calendrier partiel. Et on a eu une levée de bouclier de l'opposition. Il ne fallait pas un calendrier partiel. Il fallait un calendrier global. Mais le mot est venu d'eux. Et puis la communauté internationale, un peu maître à penser, avait suggéré ce thème-là, global, global, global. Et nous nous mettons tous d'accord, il faut un calendrier global. La CENI publie le calendrier global. On nous dit c'est indigeste. Mais l'autre mot pour indigeste, c'est que c'est trop global. Donc vous voulez une chose, on vous la donne, vous dites c'est trop. Mais est-ce que nous sommes dans quel monde? On s'amuse ou quoi? Vous voulez un calendrier global, on vous le donne, vous dites c'est trop global. Et c'est vous qui l'avez voulu. Et si chacun fait sa part, si on cesse de distraire les institutions, il est tout à fait possible que les élections se déroulent dans les délais qui sont inscrits dans le calendrier. Parce que le gouvernement est prêt à faire sa part. La communauté internationale, je n'ai jamais entendu des promesses aussi positives de sa part. On va donner les moyens. Ça ne sera pas une excuse. Le plus riche dit ça ne sera pas une excuse. Donc il va mettre la main au portefeuille pour libérer les fonds qu'il faut. Le Parlement va revenir en session vers le 15 mars. Et je sais qu'il y a déjà des prédispositions pour accélérer le vote de ces lois essentielles qui restent, surtout pour les élections qui sont prévues pour 2015. Donc les choses devraient aller sans beaucoup de problèmes. On parle du déficit de consensus. Ce n'est pas assez consensuel. J'ai difficile à saisir ce concept-là, s'agissant de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que le concept d'indépendance de la Commission ne limite-t-il pas la possibilité d'un consensus? Est-ce que ce n'est pas le législateur congolais lui-même qui a voulu donner à la Commission cette indépendance? Alors, au nom de quoi? Sans changer la Constitution, sans changer les lois aujourd'hui en vigueur,
nous pourrions, nous, acteurs politiques, décider qu'il faut que nous soyons partie prenante du travail de la commission que nous avons voulu autonomiser nous-mêmes. On l'a autonomisé par la loi, on l'a autonomisé par sa composition. Nous y sommes tous représentés. La majorité s'y trouve, l'opposition s'y trouve, la société civile la préside même. Alors, est-ce que ce n'est pas là-bas que le consensus est à rechercher ou a été recherché pour sortir ce calendrier qui est là maintenant et qui nous appartient d'exécuter? Quel est ce consensus-là? Le consensus risque de violer l'indépendance de la Commission. Donc, peut-être devrions-nous revisiter la Constitution qui proclame l'indépendance de la Commission, revisiter la loi organique qui organise le fonctionnement de la CENI pour limiter l'indépendance de la CENI, et à ce moment-là, nous pourrons nous tous nous déverser dans les travaux de la CENI pour chacun y mettre ses propositions, comme ça sera consensuel. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Il faudrait que nous, Congolais, sachions ce que nous voulons. Nous voulons une commission indépendante qui est seule juge du calendrier électoral, composée par des gens que nous avons désignés, ou bien nous voulons, après avoir désigné des gens, aller encore comme force politique, nous intégrer pour influencer le travail de la commission. C'est ça que le mot consensus cache, et qui risque de violer tous les textes en vigueur. Alors, on dit on risque un glissement, j'ai lu même qu'on risque un glissement parce que le gouvernement veut imposer une force majeure. Attendez, un cas de force majeure, on le constate quand il advient. Je ne peux pas maintenant vous dire, écoutez, je ne peux pas vous fixer rendez-vous à 18h parce que la pluie va tomber. Comment? Je ne suis pas météorologue, je n'ai rien consulté. La pluie, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas dire non, les élections n'auront pas lieu parce qu'il y aura une guerre, à moins que vous-même vous vouliez faire la guerre. La guerre, c'est un cas de force majeure. Alors, quel est ce cas de force majeure qu'on peut comme ça présumer maintenant pour des choses qui vont se faire dans 1 an, dans 2 ans? C'est parler pour ne rien dire. Un cas de force majeure, lorsqu'il advient, on le constate, on le gère, et c'est tout. Alors, qui a parlé de cas de force majeure? Pourquoi il y aurait un glissement pour un cas de force majeure? Ne devons-nous pas, nous tous, travailler pour qu'il n'y ait pas de cas de force majeure? C'est ça la vie dans une société. Et s'il advient un cas de force majeure, si la terre tremble, s'il y a, je ne sais pas, un tsunami qui monte de Mwanda jusqu'ici, on verra bien à ce moment-là. C'est quoi ces cas de force majeure qu'on invente comme ça, 1 an, 2 ans, on ne sait même pas de quoi on parle, uniquement parce qu'il faut critiquer? Non. Le calendrier est là, mettons-nous à l'œuvre, essayons de l'appliquer. S'il y aura un cas de force majeure, on en parlera au moment où il surviendra. Alors, prioriser les élections du président et des législatives parce que les locales ne sont pas importantes. Mais d'où est sorti ce principe-là que les élections locales ne sont plus importantes? D'abord, c'est nous-mêmes qui avons été à Sun City, où nous avons dit que l'élection la plus importante, c'est les élections locales, et qu'à partir de là, l'architecture de la démocratie peut se construire sur de bases solides. Et je me souviens de grands leaders de l'opposition qui disaient on ne construit pas une maison par le toit. Donc construisons par la base, commençons par des élections locales. Nous avons failli à cette obligation en 2006. Mais nous avons eu le toit. On a eu la présidentielle, on a eu les législatives. On a eu quand même les provinciales. Puis en 2011, nous avons toujours failli pour les locales. Mais on a eu encore la présidentielle, on a eu les législatives, on n'a même pas eu les provinciales. Alors dites-moi pour quelle raison, pour 2015-2016, les locales ne seraient plus importantes. Pour quelle raison? La démocratie à la base. Celui qui va faire ma petite route, celui qui va venir, à qui je peux demander des comptes, pourquoi il y a des moustiques chez moi, alors que je paye chaque fois de l'argent au titre d'impôt et tout ça. Mais c'est très important. Et le fait d'avoir ces élections locales ne remet pas en cause les élections législatives ou l'élection présidentielle.
Serons-nous cette classe politique qui prend des décisions à Sun City et puis quelques jours plus tard, parce que je suis candidat président, les locales ne sont plus importantes puisque je ne suis pas candidat au local? Mais c'est quoi cette façon de ramener l'État à sa petite personne? L'État, c'est pour tous les Congolais. Et tous les Congolais ont besoin d'être ceux qui choisissent les chefs de secteur, qui choisissent les bourgmestres, qui choisissent les maires, qui choisissent les gouverneurs, qui choisissent le président. Il n'y a pas qu'un président dans un pays. Il y a des gens qui vivent, ils naissent, ils vivent, ils meurent, sans avoir jamais vu un président. Mais ils sont gérés par des autorités. Ils doivent choisir ces autorités-là. Et nous-mêmes, nous avons dit, dans nos lois, que ces élections doivent avoir lieu. Elles n'ont jamais eu lieu depuis que nous avons commencé en 2006. Donc elles deviennent prioritaires. Et la Commission a bien fait de les mettre en priorité, puisqu'au moins celles-là n'ont jamais eu lieu. Voilà ce que moi, j'en dis. Les numéros de l'opposition qui auraient été bouchés, j'ai protesté un peu auprès de Top Congo parce qu'ils ont mal rendu l'entretien que j'ai eu avec eux. Et ils m'ont dit, il y a des amis de l'opposition qui disent que leurs numéros ont été bouchés. Et je leur ai répondu, il n'y a encore aucune mesure de bouchage qui est en cours jusqu'au moment où nous parlons. Parce que le gouvernement, au moment où je parlais, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, s'est donné 15 jours pour appeler le public congolais, pas l'opposition. Est-ce qu'il n'y a que l'opposition qui a des téléphones dans ce pays? Appeler le public congolais. C'est-à-dire même moi, si j'ai une SIM et que je ne me suis pas fait enregistrer sur cette SIM-là, on m'appelle aussi à aller me faire enregistrer dans la boutique où j'ai acheté la SIM. Passé 15 jours, on va boucher tous ceux qui ne se seront pas fait identifier. On navigue sur les autoroutes de l'information, surtout dans cette situation où nous connaissons maintenant une flambée d'actes terroristes, d'actes criminels et tout ça. Identifier les gens, c'est quand même un devoir élémentaire pour un État. Alors nous avons dit, dans 15 jours, il faut que les gens s'identifient, parce qu'il faut le temps de prévenir les gens. Les sociétés doivent faire des appels, le ministère de PTNTIC également, le ministère de l'Intérieur, pour que le public sache qu'il doit. S'il ne l'a pas fait, parce que ça fait 5 ans que nous disons cela, il y a toujours des rescueurs. Maintenant, on a dit, on va le faire. Passer ce délai, maintenant je crois que c'est 9 jours, passer ce délai, on va commencer à boucher. Donc quand quelqu'un de l'opposition dit qu'on l'a bouché à cause des événements, ce n'est pas vrai, parce qu'on n'a pas commencé. Et ceux qui sont bouchés à cause des événements ne le sont ou ne peuvent l'être que par décision judiciaire. Comment un gouvernement peut assumer de prendre une mesure comme ça qui est pratiquement une mesure pénale? Boucher le téléphone de quelqu'un. Encore faut-il le connaître, parce que tout individu qui a un téléphone doit se faire enregistrer. Je profite même de cette conférence pour le dire. Il faut se faire enregistrer. Dans 9 jours, on commencera à boucher ceux qui ne se seront pas fait enregistrer. Voilà ce qui a été dit. Et il n'y a pas encore d'opération de bouchage automatique. Les seuls bouchages sont de nature judiciaire. Nous n'avons pas de responsabilité lorsqu'un juge décide de boucher un numéro parce qu'un acte pénalement répréhensible a été commis. L'intérêt en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec l'importance stratégique, l'importance de potentialité de notre pays, ce que nous représentons dans ce sous-continent, le poids démographique qui fait que les conséquences d'une déstabilisation ici ne peuvent pas être comparées aux mêmes conséquences dans un autre contexte qui est moins lourd que notre contexte à nous. Donc il est normal qu'il y ait plus d'intérêt vis-à-vis de nous, mais sachons quand même défendre notre dignité, sachons défendre nos droits. Puisqu'on parle du droit de l'homme, la dignité est aussi un droit, notre souveraineté est aussi un droit, nous devons pouvoir défendre tous ces principes-là. Voilà ce que j'ai à dire en réponse à cette dernière question. Et je vous remercie pour votre attention.